Et donc, sans plus attendre, on va commencer notre première table ronde. Puisque j'ai la parole, en fait, je vais la garder pendant la première table ronde aussi. Voilà, comme ça. Après, vous êtes tranquille, vous avez pu m'entendre. Donc, on va parler du désarmement nucléaire et de l'éradication des armes de destruction massive. L'idée d'un monde, la perspective d'un monde sans armes est-elle crédible? Et je vais inviter monsieur l'ambassadeur de Cuba. Merci. Je vais inviter madame la représentante d'ICANN, Ariel Denis. Et Raphaël Portella, maître de conférence en sciences politiques. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on ait une table ronde où chacun va pouvoir déjà exposer pendant une quinzaine de minutes maximum. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, peut-être avoir des échanges, parce que c'est la dynamique d'une table ronde, si jamais les uns les autres veulent s'interpeller. Et puis, on laissera un petit moment à la salle, si jamais vous avez envie de dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que ceux qui font un quart d'heure, ils sont à la tribune. Donc, si jamais... Ah, je dis ça, c'est ceux qui sont à la salle, ils ne peuvent pas faire un quart d'heure, parce que sinon, on n'y arrivera pas jusqu'à ce soir. Mais ça n'empêche pas de pouvoir dire des choses, évidemment. Donc, réfléchissez-y tout de suite pour essayer de résumer autant que je l'ai fait. Moi, vous avez vu, j'ai essayé de tenir en 3 minutes. Donc, faites la même chose. Merci. Et on va démarrer peut-être avec monsieur l'ambassadeur. C'est vous qui ouvrez la table ronde. Allez, je vous passe la parole. Merci aux camarades députés et bonjour à tous. Nous remercions les efforts du comité organisateur et en particulier des députés Jean-Paul Lecoq et Fabien Roussel pour avoir mené à bien ce colloque international sur la paix et le désarmement nucléaire à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Cette journée internationale résulte d'une initiative promue par les mouvements des pays non alignés qui a été approuvée par la communauté internationale et à laquelle Cuba s'est engagé dès le début de manière résolue. Comme l'a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez à New York le 26 septembre de l'année dernière, lors de la réunion de haut niveau pour commémorer et promouvoir cette journée, je cite, « Pour Cuba, cette rencontre annuelle représente également un hommage approprié à la mémoire du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, un combattant infatigable en faveur du désarmement nucléaire auquel il a consacré de nombreuses réflexions et toutes ses énergies. » Fin de la citation. L'existence d'environ 14 400 armes nucléaires, dont 3 750 sont déployées et près de 2 000 sont maintenues en état d'alerte opérationnelle, ainsi que l'élaboration des programmes de modernisation dans le monde, menacent la paix et la sécurité. Nous réitérons que la seule garantie contre l'emploi des armes nucléaires est leur interdiction et leur élimination totale. Le maintien et la modernisation des armes nucléaires consomment bon nombre de ressources qui pourraient et devraient être destinées au développement économique, à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et de la faim, à la santé et à l'éducation. Ces ressources devraient être orientées vers le développement. L'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires en 2017 a été un événement historique. Cet instrument est le fruit d'un processus de discussion multilatéral de plus de 70 ans. Le traité reconnaît que les armes nucléaires sont inhumaines, amorales, éthiquement indéfendables et prévoit une nouvelle règle de droit international pour l'interdiction catégorique des armes nucléaires en toutes circonstances. Il établit également un cadre solide et juridiquement contraignant pour la destruction et l'élimination totale des armes nucléaires de manière transparente, irréversible et vérifiable. Cuba reste fermement attaché au renforcement et à la consolidation du multilatéralisme et aux traités internationaux sur le désarmement, en particulier dans le but de créer un monde sans armes nucléaires. Pour bref, le 31 janvier 2018, notre pays est devenu le 5e État à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Merci.
Il existe actuellement seulement 26 États qui en font partie. Nous pensons que l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires constitue une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris du droit international humanitaire, et ne peut être justifiée sous aucun concept ou doctrine de sécurité. Il est urgent d'abandonner définitivement les concepts de dissuasion nucléaire, ainsi que tout rôle des armes nucléaires dans les doctrines militaires et les politiques de défense. De même, les programmes de modernisation des armes nucléaires existants et le développement de nouveaux types d'armes nucléaires doivent être immédiatement arrêtés. Nous sommes fiers de l'importante contribution de l'Amérique latine et des Caraïbes au désarmement nucléaire et au maintien de la paix et de la sécurité internationale, avec la création du premier espace densément peuplé de la planète sans armes nucléaires, en vertu du traité de Tlatelolco, et de la première région officiellement proclamée zone de paix à l'occasion du 2e sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, tenu à La Havane en janvier 2014. Il est essentiel de sensibiliser la population et d'élargir des connaissances sur la menace que représentent les armes nucléaires pour l'humanité et sur la nécessité de les éliminer totalement afin de mobiliser les efforts internationaux pour atteindre cet objectif. D'où l'importance de développer de telles initiatives. L'utilisation de l'énergie et de la technologie nucléaire a contribué au développement socio-économique de nos pays. En conséquence, nous réaffirmons le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination. Nous regrettons la décision du gouvernement des États-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien ou plan d'action global commun. Le non-respect de ces engagements internationaux mine les relations de coexistence entre les États et aura des conséquences graves sur la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. Elle conserve toute leur actualité les paroles de Fidel Castro qui, en 1979, il y a 40 ans, devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, disait, et je cite, « Le bruit des armes, du langage menaçant, de l'arrogance dans l'arène internationale doit cesser. Ça n'est assez de croire que les problèmes du monde peuvent se régler à coups d'armes nucléaires. Les bombes pourront tuer les affamés, les malades, les ignorants, mais elles ne pourront jamais tuer la faim, les maladies, l'ignorance. » Fin de la citation. Lors du sommet Rio+20, Raúl Castro a déclaré, je cite, « Laissons de côté les justifications et les égoïsmes et cherchons des solutions. Car cette fois-ci, nous en paierons absolument tous les conséquences. Assez de pillages, assez de guerres. Avançons vers le désarmement et détruisons les arsenaux nucléaires. » Fin de la citation. À 74 ans du bombardement atomique horrible et criminel contre Hiroshima et Nagasaki, l'humanité continue d'être menacée. Cuba maintiendra son engagement national et multilatéral en faveur du désarmement nucléaire et de l'éradication des armes de destruction massive. Nous vivons dans un monde complexe où prolifèrent les politiques impériales visant à promouvoir des changements de régime, la pression, les chantages, les sanctions et les mesures coercitives unilatérales à effet extraterritorial, comme en témoigne le blocus économique, commercial et financier qui, depuis près de 60 ans, les États-Unis imposent à Cuba. Nous devons tous œuvrer à la défense du multilatéralisme et le respect des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Il est essentiel de favoriser le dialogue et la négociation en tant que moyen de résoudre les conflits, afin d'éviter des pertes considérables en vie humaine et en ressources matérielles à la suite des guerres de différents types. Cuba croit en la perspective d'un monde sans armes nucléaires, encore lointain, comme véritable garantie de la paix et de la survie de l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Ariel.
et Denis pour ICANN. Donc voilà, on représente un prix Nobel de la paix. C'est quand même un grand honneur pour nous de vous accueillir ici, même si on est un grand nombre dans le mouvement. Et donc Oui. on le partage, mais voilà. C'est un prix Nobel très collectif. D'ailleurs, je salue tous les amis qui sont ici, tous ceux qui se battent en faveur du désarmement nucléaire depuis longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas, ce prix Nobel est vraiment la récompense à tout ce mouvement de la société civile depuis des années pour attirer l'attention sur ce problème. Je voulais remercier Monsieur Lecoq et Monsieur Roussel de cette invitation. Je pense que au moment où on est aujourd'hui, la moindre initiative qui attire l'attention sur ce problème et qui montre qu'il y a des solutions fait avancer les choses. Donc, qu'elle soit locale ou nationale, elle est importante. Et elle est d'autant plus importante qu'elle est dans cette maison où se votent les lois, se vote le budget militaire. Et bon, le chemin est encore long, mais c'est vraiment en ce jour en cette journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, c'est vraiment une initiative très importante. Et puis je voulais aussi remercier à travers vous Cuba et l'Amérique latine et la constance avec laquelle les pays d'Amérique latine ont aidé ce processus vers le traité d'interdiction des armes nucléaires, l'ont aidé, l'ont soutenu, l'ont encadré, l'ont bichonné. Et c'est sûr que sans tout cet investissement du continent latino-américain, on aurait encore mis pas mal d'années avant d'y arriver. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est une grande journée aujourd'hui, puisque dans quelques heures, quand le soleil va se lever sur New York, il y a une dizaine de pays nouveaux qui vont profiter de cette journée pour apporter leur ratification au traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc ça va faire, on va être à peu près à 35 pays à la fin de la journée. Il n'en restera donc plus que 15 pour que ce traité entre en vigueur. Et c'est une chose voilà, qui change les choses, qui va changer le paysage international. Alors, je voulais aujourd'hui évoquer trois petits points. Donc, le premier, c'est que attirer l'attention, comme ça a été fait, sur le fait que on vit un moment compliqué. À la fois, il y a ce traité, et puis en même temps, il y a ce qu'il faut bien appeler une nouvelle course aux armements qui s'enclenche. La deuxième chose, c'est que même si le problème est très effrayant et très considérable, il y a aujourd'hui une solution pour le résoudre. Donc, c'est la bonne nouvelle, le traité d'interdiction des armes nucléaires, et comment donc y aller. Et qu'en même temps, mon troisième point, ce sera qu'en même temps qu'on construit l'élimination des armes nucléaires, on participe à la construction d'une nouvelle conception de la sécurité, une conception porteuse d'un nouveau multilatéralisme, d'une nouvelle conception des relations internationales. Et donc, c'est aussi un levier de libération de la planète des contraintes et des dominations. Donc, je reviendrai plus tard sur le traité, mais d'abord, je voulais parler de l'état de l'opinion, en particulier de l'état de l'opinion en France, que je trouve que, voilà, on est des militants, et certains d'entre nous sont des militants, et c'est de là qu'il faut partir. Et donc, il y a une étude qui a été menée par deux chercheurs, Benoît Pélopides et Frédéric Ramel, à la fin de l'année 2018, sur les pays qui ont des armes nucléaires, qui hébergent des armes nucléaires, les pays d'Europe, ou qui les fabriquent, ou qui en possèdent. Et donc, cette étude indique que 31 des Français ignorent que la France possède des armes nucléaires. Je parle de personnes en âge de voter. Et moins de 2% savent que la France a 300 armes nucléaires. C'est-à-dire connaissent le nombre de bombes atomiques. En général, ils disent beaucoup moins. Seuls 64% des Français savent que, enfin dans ce sondage, savent que les États-Unis et la Russie possèdent plus de 92% des armes nucléaires. Donc seuls 64% mentionnent la Russie et les États-Unis, 42% le Royaume-Uni, moins de 25% mentionnent l'Inde et le Pakistan. Par contraste, 65% mentionnent la Corée du Nord, dont l'arsenal est de loin le plus petit et le plus récent. 36% mentionnent l'Iran,
comme possesseur de l'arme nucléaire, qui n'a pas d'arme nucléaire. Et je vois qu'il y en a qui savent ici. Et voilà, par contre, 35% seulement mentionnent Israël, qui dispose de l'arme nucléaire depuis 1967. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de partir de ces chiffres pour voilà, pour voir le chemin à parcourir, et que finalement, ce travail d'information qu'on fait ici, le répéter, même si parfois ça a l'air d'un peu d'un travail de Sisyphe, il est indispensable pour faire bouger les consciences. Donc aujourd'hui, hein, on l'a dit, la situation est difficile. Les 9 pays possesseurs de l'arme nucléaire sont tous en train de moderniser leurs arsenaux. Les États-Unis ont un programme estimé à 1 000 milliards de dollars pour les 30 ans qui viennent. Donc c'est des chiffres, bon, évidemment, astronomiques, hein. La France a voté un budget en hausse de 60%, soit 8 milliards d'euros de dépenses annuelles dans le cadre de la loi de programmation militaire. Alors non seulement elle modernise son arsenal, mais elle procède à son renouvellement complet, donc fabrication de nouveaux sous-marins de 3e génération, de missiles de croisière, de missiles balistiques, d'ogives nucléaires et d'un nouvel avion de combat. La Chine est dans la même dynamique, donc en ce moment il y a une petite compétition pour savoir si le nombre d'armes nucléaires de la Chine va dépasser celui de la France. Le Royaume-Uni va également renouveler ses sous-marins. L'Inde et le Pakistan augmentent leur stock d'armes nucléaires et développent leur capacité de lancement de missiles. L'Inde a acheté il y a quelques mois des Rafales à la France. Et bien sûr, ces Rafales, ça ne va pas être pour faire des croisières. Donc, ils vont bien sûr y placer des ogives nucléaires en violation totale du traité de non-prolifération. L'Inde n'est pas adhérente au traité de non-prolifération. Et donc, la France viole aussi ses devoirs en matière d'exportation d'armes. Israël aurait développé, donc c'est toujours opaque, hein, quand on dit en Israël qu'Israël a des armes nucléaires, on est passible de prison, hein, puisqu'on viole un secret militaire. Donc Israël aurait développé une capacité de seconde frappe nucléaire grâce aux sous-marins que l'Allemagne lui a cédés ces dernières années. Et enfin, bon, la Corée du Nord, elle est en train de travailler sur les lanceurs, donc toutes sortes de vecteurs pour placer ces 20 ou 30 ogives nucléaires. Depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir, donc on l'a vu, tous les accords entre les pays nucléaires, en particulier les accords bilatéraux États-Unis-Russie, sont tous remis en question. C'était la fin du traité pour lequel on s'est mobilisé, les euromissiles, vous vous souvenez, des millions de gens en Europe. Donc ce traité a été détruit, enfin, le 2 août dernier. Ce traité sur les missiles intermédiaires en Europe, avec la perspective, si on ne l'en empêche pas, de remettre des missiles sol-sol ou sol-air sur le sol européen. Le New Start, le traité New Start arrive à sa fin. Donc il semblerait que les deux États étaient au bout de leurs obligations vis-à-vis de cette deuxième partie du New Start, mais on ne voit aucune renégociation à l'horizon. Le traité sur la militarisation de l'espace touche à sa fin 2021. Voilà, que se passera-t-il? On a parlé du traité avec l'Iran, qui est un traité très important, parce que c'est vraiment... On avait ouvert avec ce Comprehensive Joint Treaty, enfin, ce plan d'action, une nouvelle ère de relations avec le Moyen-Orient et avec ce pays très important pour la stabilité de la région qu'est l'Iran. Et sa remise en question, évidemment, très inquiétante. Et puis, le traité sur les essais nucléaires n'a toujours pas été ratifié par les pays qui doivent le ratifier pour son entrée en vigueur. Donc, ce qui est intéressant à dire sur ce traité, c'est que même s'il n'est pas officiellement ratifié et entré en vigueur, la norme qu'il impose, c'est-à-dire la fin des essais nucléaires, est entrée en vigueur. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de mesurer ça avec le traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle des armes nucléaires? C'est vrai que quand on fait de la géopolitique, vite les gens sont perdus, puis finalement, c'est une arme comme les autres. Ils se disent, alors pourquoi on s'en préoccuperait? Je crois qu'il faut vraiment dire que les armes nucléaires ne sont pas des armes comme les autres. Elles ont, outre leur impact politique et économique,
Elle pose un ensemble de questions sociales, sociétales, de démocratie, de justice, de droits humains, de droit international et bien sûr en rapport avec les droits de l'environnement. Si une guerre nucléaire implique en moins d'1% des bombes existantes explosaient, l'ensemble du vivant en serait gravement affecté. Donc on se souvient de l'histoire de l'hiver nucléaire dans les années 80 qui avait vraiment précipité les négociations entre Reagan et Gorbatchev. Aujourd'hui, les modèles sur le climat sont beaucoup plus sophistiqués et les chercheurs qui ont nourri les débats qui ont amené au traité d'interdiction des armes nucléaires ont fait des évaluations bien plus inquiétantes et catastrophiques que encore celles des années 80. Donc juste 1% des armes aujourd'hui dirigées toujours sur des villes, c'est des stratégies anti-cités, causeraient des incendies gigantesques et changeraient durablement le climat mondial. Donc l'Association mondiale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire estime que 1 à 2 milliards de personnes mourraient de la faim, simplement parce que les moissons ne pourraient pas se faire, puisque le gel arriverait, il y aurait beaucoup trop de froid et de gel sur la Terre. Donc, comme le dit Noam Chomsky, j'aime bien cette phrase, on l'avait invité à une conférence internationale et il avait dit ça, et je trouvais que c'était vrai. Donc il dit « La plupart des gens sont conscients que le changement climatique est une menace qui doit être traitée de toute urgence, mais bien peu savent qu'un échange d'armes nucléaires serait la fin de la civilisation humaine telle que nous la connaissons et éventuellement de toute vie sur Terre. Le fait que nous n'ayons pas encore eu de guerre depuis 70 ans nous a bercé sans doute dans l'illusion qu'une guerre nucléaire ne peut pas se produire. En France, on dit « La bombe atomique est une arme de non-emploi ». Mais bien sûr que non. L'arme nucléaire, elle est employée tous les jours. Elle l'est par les forces aériennes stratégiques, par nos sous-marins qui se tiennent en état d'alerte. Elle l'est dans l'ordre inégalitaire du monde, puisqu'elle donne aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU et à quelques autres le privilège de posséder cette arme absolue. Elle l'est encore quand elle est agitée comme un épouvantail pour désigner un ennemi. Donc, pour faire la guerre à l'Irak, il y a cette histoire d'armes nucléaires, c'est ça, qui cachait, voilà, pour faire les tensions avec l'Iran, c'est ça, pour la Corée du Nord, c'est ça. Bon, elle est au cœur des relations internationales et dans un monde divisé entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est le traité de non-prolifération. Et grâce au traité d'interdiction, une nouvelle division est en train de voir le jour. Il y a ceux qui veulent la garder et ceux qui veulent la détruire. Et là, on est entré dans une nouvelle problématique. Mais imaginez que le monde peut continuer à s'accrocher aux armes nucléaires indéfiniment sans jamais les utiliser est aussi dangereux que de croire que nous pouvons continuer à brûler des combustibles fossiles indéfiniment sans causer de catastrophes climatiques. Ce n'est pas seulement la guerre nucléaire qui pose une menace existentielle sur la civilisation, mais une seule détonation sur une grande ville tuerait des millions de personnes. Au moment de l'explosion, la chaleur à 3 km autour du point d'impact est comparable à celle du Soleil. Tout sera vaporisé, imaginez ça sur Paris. L'effet de soupe va faire exploser les constructions à une dizaine de kilomètres à la ronde. Le feu gagnera l'ensemble de cet espace. Les voitures, les arbres, les gens, les usines, les centrales nucléaires, les stocks chimiques, etc. vont brûler pendant des heures. Et évidemment, il n'y aura plus de pompiers ou de services de secours pour venir en aide aux victimes. Donc c'est un risque insoutenable, mais qui n'est pas seulement un risque de guerre nucléaire volontaire, c'est aussi un risque terrifiant d'accident. Ces armes sont fabriquées par des humains, sont gérées par des humains, elles tombent en panne, elles dysfonctionnent, elles se perdent. Les gens qui les réparent font des erreurs, ils s'endorment, ils prennent de l'alcool ou des drogues. On sait très peu de choses sur ce qui se passe dans les silos où sont stockées les bombes en France, ou tout ce qui a de près ou de loin un rapport avec un accident nucléaire. Ça, c'est le secret défense. Mais quelques bribes nous parviennent grâce aux documents déclassifiés, notamment sur certains accidents qui se sont produits aux États-Unis. Dans la dernière décennie,
En 2007, 6 armes nucléaires sont portées disparues pendant 1 jour et demi parce qu'elles ont été embarquées sur le mauvais avion et envoyées dans le mauvais état sur la mauvaise base aérienne. En 2013, 17 officiers autorisés à accéder aux tirs nucléaires ont été démis de leurs fonctions en raison de la violation d'une règle majeure de sécurité. En 2016, 14 aviateurs responsables du transport de missiles balistiques intercontinentaux, là c'est les grosses, là, ont été sanctionnés pour infraction à la législation sur les drogues. Et on se souvient, pas très loin de chez nous, la collision entre 2 sous-marins nucléaires, l'un français, l'autre britannique, en 2009. Et puis, cette anecdote, une sœur, sister Megan Rice, c'est une nonne, hein. Elle a 82 ans. Elle s'est introduite dans le Fort Knox de l'uranium, là où elle stockait l'uranium enrichi pour faire les bombes atomiques américaines. Le 28 juillet 2012, elle s'est installée sur le bunker où est stocké l'uranium enrichi. Elle y a déployé des banderoles et inscrit des slogans antinucléaires pendant des heures avant d'être arrêtée. Donc on s'imagine ce que peuvent faire les terroristes s'ils ont envie d'aller récupérer un peu de produits pour faire des armes. Donc aujourd'hui, on estime que 50 armes nucléaires se trouvent au fond des mers. Elles ont coulé avec des sous-marins ou se sont détachées de navires ou d'avions. Depuis 1950, rien qu'aux États-Unis, il y a eu 32 accidents nucléaires majeurs impliquant le lancement, le tir, la détonation, le vol ou la perte d'une arme. Donc voilà, on a en tête l'histoire du commandant Petrov, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, alors il y a beaucoup de points comme ça de vulnérabilité, mais on a peur des cyberattaques qui sont une préoccupation majeure des états-majors. Les gens de Chatham House qui ont fait une étude là-dessus sur la vulnérabilité dans la chaîne d'un lancement nucléaire ont estimé qu'il y avait 72 points de vulnérabilité pour une cyberattaque. Voilà, donc c'est vraiment le talon d'Achille. C'est une menace permanente. Par exemple, le Sénat français a publié dans son rapport publié en mai 2017, je crois, qui s'appelait la modernisation ou la nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire. Il dit que la nouvelle menace cyber peut faire peser des risques sur la dissuasion d'ordre à la fois technique et doctrinaux. Et donc, ce n'est pas un hasard si l'annonce par le chef de l'État de création d'un commandement de l'espace par la France pour aller protéger les satellites et les systèmes de communication. Bon, je passe sur la liste des accidents parce que, voilà, ce n'est pas le sujet, mais je voulais parler de la stratégie ouverte par le traité d'interdiction des armes nucléaires. D'abord dire que ce traité est un acte de dignité, un acte de justice, de démocratie et de paix. Pendant des dizaines d'années, à cause de l'architecture du droit international dans le traité de non-prolifération, le débat sur les armes nucléaires a été réduit entre les négociations de ceux qui possèdent la bombe. Et l'ensemble de la communauté internationale était en gros réduite à l'impuissance. Et puis à partir de 2010, l'approche prônée par ICANN et ses alliés, puis bien entendu la Croix-Rouge internationale, a permis de remettre au centre du débat l'impact de l'arme elle-même, ses effets inacceptables au-delà des considérations géostratégiques. Et c'est en nous appuyant sur la réalité des armes nucléaires qu'on a réussi à créer ce nouvel espace politique qui met au centre du problème les conséquences humanitaires des armes nucléaires. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à intéresser la nouvelle génération des diplomates, à mettre dans la dynamique un grand nombre d'organisations humanitaires et avec une alliance de gouvernement dont j'ai parlé au début, avec une forte implication des pays d'Amérique latine, que la dynamique vers le traité d'interdiction a pu s'enclencher jusqu'aux négociations de 2017. Et un autre phénomène notable à mentionner, c'est le fait que c'est l'ONU qui a été garante de ce traité, garante des négociations, et c'est au sein de l'ONU donc que des choses peuvent bouger, même si les 5 grandes ne sont pas d'accord. Ils ont essayé, vous vous en doutez, de mettre les bâtons dans les roues de cette dynamique tout le temps. Donc c'est un traité qui est nouveau aussi par la place que la société civile y a tenue, à égalité de contribution pendant les négociations.
avec les gouvernements. Ça, c'est vraiment nouveau. La place qui est faite dans le texte aux considérations humanitaires, à l'indemnisation des victimes. C'est également un traité qu'on pourrait qualifié de féministe, puisqu'il mentionne largement les effets disproportionnés des rayonnements ionisants sur les femmes, et il souligne et encourage le rôle des femmes pour le désarmement, qui ont été des actrices majeures lors du processus de rédaction, puisque notamment la présidente des négociations, c'était l'ambassadrice du Costa Rica. Et enfin, ce traité met fin à l'apartheid nucléaire. Moi, j'aime bien ce terme qui a été employé par le représentant de l'Afrique du Sud, qui dit que grâce à ce traité, les armes nucléaires ne sont plus considérées comme un privilège, mais comme un crime contre l'humanité, une infamie qu'il faut éliminer. Donc, c'est une nouvelle norme qui est créée. Le TIAN réunit aujourd'hui un puissant groupe de pression mondiale qui ouvre la voie vers l'élimination des armes nucléaires. Donc un monde sans armes nucléaires est différent de celui que nous connaissons. Il met au centre de ses priorités non plus la sécurité des plus forts et des mieux armés, mais la sécurité de tous et la préservation du vivant. C'est un levier de transformation pour les relations internationales, fondé sur le concept de sécurité humaine et qui accompagne la nécessaire revitalisation de l'ONU comme pierre angulaire d'une nouvelle gouvernance démocratique et pacifique, appuyée sur le droit et la justice, sur la coopération et la solidarité. Donc en conclusion, je dirais que si notre campagne ICAN est parvenue à contribuer de façon décisive à créer les conditions de l'interdiction des armes nucléaires, c'est ce qu'a dit le comité Nobel, c'est parce que nous avons réussi à créer un espace politique, un espace d'expression et d'action pour tous ceux qui estiment que les armes nucléaires sont inacceptables, doivent être interdites et éliminées. Et il me semble que c'est à cette tâche-là que nous devons nous atteler aujourd'hui dans notre pays. La France pourrait rejoindre ce traité. Le traité prévoit qu'un pays possesseur d'armes nucléaires peut le rejoindre soit en éliminant d'abord ces armes, soit en négociant avec les parties prenantes un processus d'élimination permettant de laisser la place à des négociations entre États nucléaires. Donc toutes les voies sont ouvertes. Il s'agit vraiment ici de volonté politique. Donc la France pourrait d'ores et déjà mettre en état d'alerte ses armes, renoncer à sa doctrine de dissuasion et organiser des négociations avec les autres acteurs nucléaires. Voilà. Déjà, il y a une grande diversité d'acteurs qui s'y emploient. Je suis en retard, là ? Bon. Qui se mettent dans la... J'ai fini. Qui se mettent dans ce groupe de pression mondiale. Je voulais citer les villes, l'appel des villes, donc une ville comme Paris, Berlin, Toronto, Barcelone, Los Angeles, Melbourne, Washington, etc., qui prennent leurs responsabilités. L'appel des parlementaires, qui est aussi... aujourd'hui, il y a plus de 800 parlementaires qui appellent à rejoindre le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc voilà, chaque geste compte. Merci. Merci beaucoup. Merci Ariel. On va faire un petit mouvement de petit déplacement de personnes parce qu'on a un écran qui gêne un peu la captation d'image. Dans les menaces, la Commission des affaires étrangères qui s'est réunie sur les questions des pôles, vous allez dire qu'est-ce que ça vient faire les pôles, et en fait on a débattu aussi du champ magnétique terrestre qui se déplace, et quand il se déplace, il rend la Terre vulnérable aux orages cosmiques. Et parce que le Soleil fait des perturbations et lorsqu'il a des éruptions particulières. Et à chaque fois, ça génère un état d'alerte au niveau de tous les systèmes électroniques puissants dans le monde, parce que ça peut menacer ces systèmes. Et donc, voilà. Alors ça a un impact sur l'être humain, mais en commission des affaires étrangères, on nous disait que il y avait cet état d'alerte aussi. Et moi, je rebondis parce que dans le rapport qu'on a fait à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'on discutait avec des militaires et qu'on demandait quelle était la menace, à aucun moment, ils ont répondu que la menace venait d'un pays. À chaque fois, la menace, c'était soit le terrorisme, mais pas forcément identifié à un pays, et la deuxième menace, c'était la cybercriminalité. Et dans les deux cas, on les questionnait en disant « Et la bombe nucléaire, pour ces deux menaces, vous l'utilisez comment ?» Et on avait droit à des grands silences, puisqu'à chaque fois, ils sont dans l'idée qu'on ne l'utilise pas.
Et ça pose vraiment un sujet, quoi, de financer un tel outil alors qu'on est dans l'idée qu'on ne l'utilise pas. Voilà. C'était pour permettre le changement de place. Je passe la parole à Raphaël Portilla. Merci bien. Quelques mots de remerciement pour avoir pris soin d'organiser un tel colloque. Je crois qu'il est important, tout le monde le dit, que toutes les actions, tous les petits gestes et les grands soient mobilisés en faveur de cette réflexion autour de l'arme nucléaire. Et le tenir dans un lieu comme celui-ci montre bien que nous sommes face à de nombreuses difficultés. Mais ça, je crois que tout le monde le sait. Mais c'est surtout qu'il me semble qu'on est aussi dans une forme de responsabilité pour essayer d'ouvrir des voies vers des possibles. Ce n'est pas vain que de le dire, parce que je crois que c'est aussi ça qui motive un petit peu l'engagement des uns et des autres et qui permet de mieux réfléchir. Alors, je n'utiliserai pas le mot utopie, mais j'essaierai juste de répondre à la question qui a été posée finalement, parce que je la trouve tout à fait pertinente. La perspective d'un monde sans armes est-elle crédible ? Crédible signifie croire en quelque chose, avoir confiance dans cette croyance. Et il me semble qu'au-delà de toutes les actions, au-delà de tout ce qui est déjà mis en œuvre, j'y reviendrai, c'est de donner un sens à tout cela, de créer un futur, de créer la possibilité d'y arriver, d'y parvenir. Et je propose qu'on débatte, mais je vous soumets quelques réflexions autour de 3 axes. Je pense qu'un monde sans armes nucléaires est crédible, d'abord parce que c'est devenu totalement acceptable. Et je vais vous dire pourquoi, mais bien évidemment, c'est ouvert à la discussion. C'est aussi un monde crédible parce que c'est devenu souhaitable et réalisable. Et puis enfin, c'est devenu un monde, enfin, c'est une possibilité, une crédibilité tout à fait avérée, parce que c'est un questionnement légitime. Et ce qu'on vient de dire laisse à croire qu'en effet, ce n'est pas encore complètement inscrit dans la pensée collective, et particulièrement des militaires, mais sans doute pas que d'eux. Je crois que tout le monde voit à qui je peux faire allusion. Et puis je conclurai par, en réalité, pour pouvoir mener une réflexion de ce genre-là, alors mon propos sera un petit peu philosophique et je ne vais pas revenir sur tous les chiffres que vous connaissez, je pense que des fois c'est même un peu barbant, permettez-moi l'expression, mais c'est tout à fait utile, donc ça a été fait une fois, je n'y reviendrai pas, je les avais, mais je ne vais pas les reprendre. J'expliquerai de mon point de vue comment on peut construire ce récit de la paix, parce que je trouve qu'il manque un tout petit peu, et on a pour cela un certain nombre d'outils. Je terminerai par un outil avec lequel je suis en sympathie depuis très longtemps et sur lequel je travaille, c'est la culture de la paix et de la non-violence. Voilà un petit peu comment j'organise mon propos, donc c'est peut-être plus philosophique et politiste que véritablement appuyé sur des chiffres, mais je pense que ces 3 interventions, sans qu'on soit concerté auparavant, ont été très bien construites, donc merci, et ça montre qu'il y a du sens. Alors tout d'abord, pourquoi cette perspective est-elle acceptable ? Elle me semble qu'elle est acceptable pour trois raisons. Tout d'abord, le débat. Sur ces questions-là, tu l'as dit, le débat est quasiment inaudible. Inaudible au niveau national, au niveau de l'opinion publique. Il est fermé dans des cercles d'initiés, bien évidemment à la représentation nationale, mais finalement, ça transparaît très très peu. Pourquoi est-ce que la question des armes et des armées est un domaine réservé de l'exécutif ? Ça, c'est une question qui n'a jamais été tranchée, pas plus dans la Constitution française que dans un vrai débat. On a des sondages, on a des perspectives, des recherches, tu faisais allusion à celle de Ramel, à d'autres. Mais réellement, on n'a jamais eu de débat. Or, aujourd'hui, on nous invite à prendre la parole en tant que citoyens dans des conférences citoyennes ceci, dans des conférences citoyennes cela. Je ne parle même pas de grands débats. Mais finalement, sur les armes et sur la place de la France dans le monde en tant que puissance militaire, où est-ce qu'on en débat ? Sans doute à la représentation dans la commission, bien évidemment, fort heureusement, encore que j'en sais strictement rien. Mais voilà, c'est un domaine réservé. Pourquoi est-ce que c'est réservé dans une démocratie dite parlementaire ? Alors on sait qu'elle a évolué. Voilà, c'est quand même un élément. Donc ce débat est ouvert, il est ouvert depuis pas mal de temps. Il y a une fenêtre, je ne dirais pas une fenêtre d'opportunité parce qu'en fait c'est un vrai hall d'accueil en ce moment. Il y a énormément de choses qui se disent. Donc je crois que ce débat est maintenant important pour une raison, c'est qu'on est revenu sur l'idée que l'arme nucléaire, c'est forcément l'outil de la dissuasion. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Ce n'est pas un outil de dissuasion, c'est un outil de peur, de menace permanente, bien évidemment de non-emploi, mais en réalité on menace de l'employer.
Et donc, avec cela, on contraint les autres à accepter les positions de celles et ceux qui disposent de cette arme, qui est donc une arme, à mon avis, c'est le deuxième point, inutile. Elle est inutile parce que, mais alors là, tout le monde l'a dit, donc je vais aller très très vite, elle est inutile parce qu'elle ne résout aucun des défis planétaires d'aujourd'hui. Ni l'émigration, ni la crise écologique, ni la crise démocratique, ni les inégalités. Ce n'est pas une arme nucléaire qui va résoudre ça. Et je dirais même plus, c'est un élément du problème. Car les sommes faramineuses que l'on a rappelées tout à l'heure participent de ces inégalités. Parce qu'elles sont détournées de leur fonction sociale, de leur fonction sociétale. Quand on pense aux sommes qui ont été avancées, combien de lycées peut-on créer? Combien d'hôpitaux? Combien d'infirmières peut-on payer avec tout cela? Alors, je pense à ce que j'ai vécu ce week-end, comme certains d'entre vous, j'imagine, dans les marches pour le climat de la paix. Un sketch était tenu dans la ville avec laquelle on a participé cette année. C'était Longville, une toute petite ville à côté de Dijon. Je viens de Dijon, donc. Et il y a un sketch qui était là et qui représentait le président avec son petit bouton rouge et le peuple, 2 personnes. Et c'était un sketch qui a été rédigé. Il va arriver bientôt sur YouTube, je crois qu'il a été filmé, donc vous pourrez sans doute y aller. Et la réflexion qui m'a fait rigoler, mais tout le monde, le président dit mais de toute manière, vous n'avez qu'à être en bonne santé, comme ça vous n'aurez pas besoin d'hôpitaux ni d'infirmières. Donc voilà, c'est pour résumer un tout petit peu l'état d'esprit d'un certain président, mais il n'est pas le seul à être sur cette position. Donc l'utilité de cette arme est bien évidemment remise en question, incontestablement. Puis le troisième élément pour la rendre acceptable, cette perspective sans armes nucléaires, c'est que l'humanité ne peut plus continuer à vivre dans la peur et dans la méfiance. Si on veut construire un monde nouveau, il faut complètement changer nos paradigmes de vie. Alors ils existent, la coopération, la solidarité, mais il faut les remettre au premier rang de l'agenda politique. Et je crois qu'un certain nombre de propositions ont déjà été faites. Il n'est qu'à voir la littérature sur ces questions. Elle est aujourd'hui abondante. Ce n'est pas vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est abondante. Un nombre d'ouvrages sur ces questions faramineux. J'ai fait juste une recension en allant sur Internet, comme maintenant on fait pour pouvoir faire ses premières recensions. 50 ouvrages en français, en anglais et en espagnol traitent de ces questions. 50. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, il n'y avait quasiment rien. Les associations, les mouvements, le mouvement de la paix, par exemple, ici, contribuent énormément à faire avancer ces idées. Mais tous les mouvements pacifistes contribuent à faire avancer ces idées. Alors bien sûr, on a l'impression que c'est encore un petit peu intimiste. Je pense que les marches de ce week-end ont montré que ce n'était pas tout à fait le cas. Bien sûr, on a une chape de plomb. Les médias mainstream. Qui a véritablement relaté ces marches, cette perspective? Très très peu en réalité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a très très peu. Très très peu, et ils ne sont pas mainstream, incontestablement. Donc il y a là sans doute un objectif à atteindre, comment arriver à faire comprendre aux grands médias, à celles et ceux qu'on regarde souvent à la télévision ou qu'on lit maintenant par Internet, que cette question-là est une question d'existence de l'humanité. Pas simplement de petites lubies d'un groupe plus ou moins gauchiste ou moraliste tel que l'on pouvait décrire les pacifistes il y a 30 ou 40 ans en arrière. Je vais même plus loin. Aux États-Unis, un mouvement qui s'appelle Popular Resistance, qui est un vrai mouvement pacifiste. Son slogan pour les marches qui se sont tenues ce week-end, « Mobilisation contre la machine de guerre aux USA et pour sauver la planète ». Voilà qui résume complètement les actions qui ont été faites, mais qui en a entendu parler, qui véritablement, en dehors, bien évidemment, de nous ici, dans le grand public, tu citais les chiffres de l'enquête de Ramel, c'est assez éloquent. Donc on a aussi un travail de pédagogie à faire. Je pense qu'on l'a déjà commencé, je pense qu'il est en cours. Je ne dis pas que rien n'est fait, loin s'en faut. Je pense un tout petit peu y participer humblement. Du coup, je crois qu'on doit continuer. Le deuxième élément qui, pour moi, rend crédible l'idée d'un monde sans armes nucléaires, c'est que je pense que c'est complètement souhaitable aujourd'hui. Souhaitable et réalisable, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques décennies en arrière. Et je pense que, dans ce sens-là, c'est un vrai facteur d'émancipation. Comme le premier élément souhaitable était plutôt un facteur de conscientisation, là, je pense qu'on passe dans un facteur d'émancipation. 3 éléments pour lancer la conversation. Il y a des preuves que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des zones sans armes nucléaires. Cuba fait partie des Caraïbes et Pacifiques. Il y a une zone exempte d'armes nucléaires. Dans le monde, il y en a 6 aujourd'hui.
donc Asie, Caraïbes. Une est en cours de discussion, mais a été freinée, le Moyen-Orient, par Israël et les États-Unis. Personne ne trouve ça particulièrement anormal dans la mesure où on connaît les liens. Mais c'est en cours de discussion, c'est en train de revenir à l'agenda. C'est une belle perspective, ça serait la 7e. Des États individuellement ont décidé de se séparer de l'arme nucléaire. Un des que je connais, parce que j'ai quand même un peu travaillé sur ce pays, c'est l'Afrique du Sud, pour des raisons à la fois internationales, mais aussi des raisons internes. Donc, ce sont des exemples. La Suisse a été dans cette configuration-là et finalement a rejeté. Les 3 anciens États de l'Empire russe, Ukraine, Bélarus et Kazakhstan, après aussi toute une série de discussions, se sont séparés de l'arme nucléaire. L'Autriche l'a décidé en 1999 et il me semble que d'autres pays sont en train de faire ça. La France pourrait tout à fait aller dans ce sens-là, bien évidemment, si ce n'est pas un domaine réservé du président, et que ça devient un élément du débat public comme l'écologie, comme les questions sociales, encore qu'on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des preuves que ça fonctionne. Pour résumer ces preuves, je trouve que la phrase est assez bien. Ils ont réussi à désinventer la bombe nucléaire, c'est-à-dire à en faire autre chose que cet outil de domination et de menace. Le deuxième élément, c'est que, et c'est une question qui, dès les années 80, je me rappelle avoir rencontré Paul Brouzing, qui est un physicien de renommée internationale, avec lequel on a échangé pendant très très longtemps, et il disait déjà, mais il n'y a aucun problème à cela. Toutes les compétences et les intelligences qui servent à fabriquer cette bombe peuvent être mises au service des besoins fondamentaux des peuples, sans aucun problème. Cette reconversion est tout à fait possible. Qu'est-ce qui bloquait? Les partis politiques, l'opinion, les syndicats. Il faut constater là, très clairement, que certains d'entre eux ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, certains invitent à des réunions, comme celle-ci, tant mieux. Des syndicats ont appelé à la manifestation et aux marches du week-end dernier. D'autres sont en train de réfléchir. L'opinion publique est en train de bouger, même si, pour y arriver, il va falloir encore qu'on lève la chape de plomb des médias mainstream. Mais ce n'est plus un problème comme c'était évoqué. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui finalement perdraient leur emploi, puisque en gros c'était la sécurité contre l'emploi? Ben non, sécurité et emploi ne sont pas du tout opposés. On a largement de quoi ouvrir sur des champs de, je dirais, de satisfaction des besoins sociaux, incontestablement. Enfin, toujours dans réalisable, bien sûr, il ne faut pas mésestimer ou sous-déterminer les conditions du contexte dans lequel on se trouve. Ariel l'a fait tout à l'heure, je n'y reviens pas. Ce contexte est lourd de menaces, bien évidemment. Ce contexte est compliqué. Le chemin qu'il va nous falloir prendre est un chemin qui ne va pas être linéaire. On ne va pas arriver du point 0, si j'ose dire, au point 10, comme ça, en un claquement de doigts. On le sait, c'est un long chemin. Mais il y a des balises sur ce chemin qui existent déjà. L'idée d'une transition pacifique et écologique a progressivement fait son chemin. Alors, moi, je suis assez d'accord avec l'idée de transition, mais il faut faire attention que la transition ne devienne pas éternelle. À Dijon, un pont était baptisé pont transitoire, il a duré 70 ans. Donc il faudrait que peut-être cette transition permette comme les transitions démocratiques, comme d'autres, ce qu'on appelle la transitologie en sciences politiques, puissent arriver à déboucher sur un objectif. Pour ça, il faut véritablement le fixer et l'avancer, mais c'est un très très bon élément. Bien sûr, il y a des leviers et des freins et des obstacles à ce chemin. Vous les connaissez tous, je ne vais pas y revenir, on en a mentionné quelques-uns. Je crois que le vrai levier pour arriver à faire un peu bouger les lignes, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique qu'on peut travailler aussi bien dans le macro, c'est-à-dire le niveau le plus supérieur, mais aussi dans le milieu. Les communes, les régions, les villes peuvent être un endroit vers lesquels on peut tenir un vrai discours. Et il me semble qu'il y a même une association qui existe au niveau national et international, Mayor for Peace, qui milite autour de ces questions-là. Et je pense que c'est un très très bon levier. Il me semble qu'en mars 2020, il y a des élections municipales. Quel meilleur vecteur que d'introduire ces questions dans le débat? Si bien évidemment on peut y accéder, mais je pense que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait jouable. Et c'est d'autant plus facile que c'est dans la proximité. Or, bien sûr, on est heurté à un problème. La bombe, c'est stratosphérique, si vous me permettez la comparaison. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais combien de villes ont, à côté de chez elles, un centre qui, de près ou de loin, a à voir avec la bombe nucléaire? Moi, je suis intervenu dans pas mal de collèges et de lycées, à Dijon donc, et dans il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'était à l'été, au début de l'été,
j'ai demandé aux enfants, c'était des gamins de 5e, s'ils savaient qu'il y avait à côté de Dijon, moins de 50 km, dans une zone qui est particulièrement complexe d'accès, Val-Duc pour ne pas la nommer, qu'il y avait un centre où toutes les bombes nucléaires françaises passent à un moment ou à un autre. Réponse, personne ne savait. À part un gamin qui habite dans le village juste à côté. Ah oui, moi mon papa il travaille. Bon, on a pu discuter, et il avait des arguments tout à fait intéressants pour un jeune, mais au moins ça a permis la discussion. Les autres ne savaient pas, une trentaine de gamins, et puis 2 ou 3 fois comme ça dans les classes. Ça montre bien que, ce que je veux dire par là, c'est que le débat des municipales, mais le débat des régionales à venir, et probablement d'autres scrutins nationaux, sont des moments où on peut en discuter. Or, combien de fois on en discute ? J'ai essayé de faire un relevé de la dernière présidentielle. Combien de candidats ont prononcé le mot « paix » dans leur discours? Je ne parle pas de culture de paix et de non-violence, parce que alors là, c'est même pas la peine. Pourtant, ça figure dans certaines constitutions boliviennes et équatoriennes depuis 2008-2009. Mais pas dans le débat politique français au niveau présidentiel. Bon, il faudrait faire des recherches sur ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si ça a à voir avec une sorte d'ignorance ou si ça a à voir avec un autre paradigme de vie, peut-être. Donc, ça serait à travailler. Ce chemin est donc compliqué, mais je pense qu'il est tout à fait possible. Et il est tout à fait possible, et c'est mon 3e point, parce que cette crédibilité de ce monde sans armes nucléaires est totalement légitime. Légitime pour, là aussi, 3 séries de raisons. Je crois que ça a été mentionné. D'abord parce que l'arme atomique est totalement immorale. Le TIAN en parle, c'est très clair. C'est relativement admis, même si il y a encore des réfractaires. C'est illégal. L'arme atomique est illégale. Il est contradictoire à l'article 26 de la Charte, il est contradictoire à l'article 6 du TIAN, il est contradictoire à toute une série de droits internationaux, de résolutions. Même l'avis de la Cour internationale de justice, qui n'était qu'un avis en 1996, a reconnu cette illicité, mais en l'assortissant de « vous pouvez l'utiliser en cas de force majeure, en gros, de légitime défense ». Néanmoins, c'est quand même cela. Cela veut dire qu'ici, il y a sans doute un effort considérable à faire, qui est déjà en cours, de réhabiliter le droit de la Charte, car c'est quand même celui qui, depuis 1945, a permis la réunion des peuples dans un même objectif, combattre le fléau de la guerre. Or, quelle est la guerre la plus paroxysmique qui existe? La guerre nucléaire. Puisque, comme on l'a dit, de toute manière, après, il n'y a plus de questions à se poser, puisqu'on ne sera plus là. Et c'est quand même une menace qui, aujourd'hui, existe. Et quand on en parle aux enfants, quand on discute avec eux, eh bien, j'ai été surpris de m'apercevoir qu'ils étaient réceptifs à cette question. Je m'attendais à quelque chose de « qu'est-ce que ça peut faire ?» Eh bien, non. Dans l'expérience que je relatais tout à l'heure, et il m'arrive de travailler beaucoup dans les écoles, et j'enseigne aussi aux futurs enseignants, donc je leur pose la question, comment ils se positionnent par rapport à cette question, si on leur pose la question, eh bien, il y a un gros travail à faire, incontestablement, hein, et puis il ne me semble pas qu'il y ait un seul bouquin d'histoire qui traite du désarmement, ou alors dans un tout petit encart, qui prononce le mot paix. Très très peu. Regardez, c'est assez facile. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là, et du coup, on enseigne volontiers la guerre, mais on n'enseigne jamais la paix. À ce titre, dans 1 mois et demi à peu près, à Caen, se tient un des rares colloques sur faire paix, qui va se tenir là du 13 au 15 novembre prochain à Caen. Bon, j'ai un peu l'occasion d'y aller, donc j'espère pouvoir aussi avancer quelques éléments, parce qu'en France, dans le monde académique en particulier, ce qu'on appelle les Peace Studies, les études de la paix, eh bien, elles n'ont pas droit de citer. En revanche, les War Studies existent. Alors, il y a quelques estampilles Peace Studies, entendons-nous bien, hein, bien sûr, et il y a même certains sites d'associations qui ont recensé tout ça, mais les Peace Studies qui sont enseignés, ce sont en fait des guerres, des questions de guerre, pas réellement des questions de paix. Donc je crois qu'on peut y contribuer, et je sais que dans la salle, un certain nombre de personnes ont cette perspective, et bien évidemment, ça me semble être tout à fait intéressant. Enfin, on est dans cette perspective tout à fait légitime, parce qu'au bout du bout, l'arme nucléaire, c'est l'arme la plus déraisonnable que l'humain ait construite, l'arme la plus absurde que le monde ait portée. Elle est capable de détruire la planète qui abrite les humains et la faune et la flore qui va avec. Cette perspective est quand même assez incroyable, et en effet,
On se demande, quand on discute avec justement des jeunes, si cette perspective leur dit quelque chose, si ça les interpelle. Eh bien oui, ça les interpelle. Beaucoup plus que ce que je pensais initialement, et c'est le but de tout chercheur. On a des intuitions, on dit des hypothèses, puis finalement on les vérifie ou on les vérifie pas. Eh bien celle-ci était moyennement vérifiable, et j'en suis plutôt content, puisque c'est les valeurs un petit peu que je porte. Enfin, on est dans ce monde visant à assurer la crédibilité d'un monde sans armes, légitime à le dire, parce que l'arme atomique, c'est le parangon du système économique dans lequel on est. C'est la menace et la domination dans toute sa splendeur. Tu l'as dit, vous l'avez dit, tu l'as dit également, qui dispose de l'arme nucléaire? Qui dispose du pouvoir au Conseil de sécurité des Nations Unies? Qui dit qui a le droit de ou n'a pas le droit de? Cette inégalité de base est quand même viciée, incontestablement, tout en rappelant que le droit de veto du Conseil de sécurité n'existe pas dans la charte, mais qu'il a été issu de la pratique. Si Roland Weil était ici, il pourrait en parler beaucoup plus savamment que moi, mais bien évidemment, c'est cette perspective-là. Donc, ces puissances se sont arrogées le droit de dominer les autres. Or, la charte vise à l'égalité des États et vise à construire un monde d'égalité, bien évidemment, mais de liberté. L'article 26 est très clair. Il faut le minimum de ressources affectées à la course aux armements et le maximum de ressources affectées à la satisfaction des besoins sociaux qu'on avait déjà en 45-46, particulièrement. Tout à fait. On pourra le lire. Je sors jamais sans mon texte. Je m'habille, mais je ne sors pas avec ça. Voilà pour ces éléments. Alors bien sûr, ça pourrait susciter le débat. Bon, je ne veux pas prendre trop de temps de parole et puis j'aimerais qu'on puisse discuter. J'aimerais juste conclure sur cette notion que j'appelle le récit de paix. En fait, je crois que comme toutes les croyances, comme toutes les perspectives qui animent un collectif humain, on a besoin de se nourrir d'un récit qui s'appuie sur des valeurs, d'un récit qui s'appuie sur, non pas un objectif à atteindre, mais un objectif à construire ensemble. La paix, ça ne peut pas être un idéal qu'on pose comme ça et on y va. Je pense que la paix, c'est un idéal à construire ensemble. Car de quoi parle-t-on quand on parle de paix? L'absence de guerre. Les Nations Unies savent faire, le monde à peu près sait faire. Moi, je pense qu'il faut employer ce que John Galtung appelle la paix positive. C'est-à-dire la paix, absence de guerre, mais aussi justice sociale, harmonie environnementale et la liberté dans la diversité. Car sur la planète, nous ne sommes pas tous identiques. On est certes des êtres humains à peu près constitués de la même manière, mais on a des cultures, des croyances, des opinions très différentes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et cette diversité, elle est la richesse de notre planète. Et d'ailleurs, si on s'inspirait peut-être de certaines sociétés, alors il y a un site sur Internet qui s'appelle les No Killing Societies, les sociétés sans tuerie, sans massacre, sans peine de mort par exemple, peut-être que l'on pourrait avoir là quelques idées de construction d'un monde autre que celui basé sur la peur, sur la violence. Je pense qu'on a les éléments de ce récit de paix. Pour moi, le récit de paix, c'est en réalité une forme de nouveau pacifisme qui s'incarne dans la culture de la paix et de la non-violence. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont croisé ce concept. Peut-être que d'autres le découvrent. Alors, allons-y. Ce concept de la culture de la paix et de la non-violence est pour moi le vrai paradigme de vie de l'autre monde auquel on aspire. Non pas parce qu'il est simplement posé, parce qu'il est à construire ensemble. Il évoque 8 domaines d'action, qui sont en réalité tous les domaines de la vie, et sa force, c'est qu'il rend ces domaines interdépendants. On dit que c'est un concept holistique, car il embrasse toutes les dimensions du monde. Et on ne peut pas se fonder uniquement sur la question des armes nucléaires, bien sûr, elle est très importante, mais de cette question-là, on peut aller dans plein de directions. Je me suis posé pendant pas mal de temps, et qu'est-ce qu'on fait des autres armes? Les bactériologiques, les chimiques, et tout simplement les armes conventionnelles qui tuent bien beaucoup de monde en ce moment, et dont la France sait de quoi il s'agit, puisqu'elle en exporte beaucoup. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut aussi aller dans cette perspective-là, parce qu'un monde libéré de ces armes peut effectivement construire quelque chose d'autre, une sécurité collective partagée, on l'a dit, un monde plus sûr, incontestablement, parce que les questions en amont auront peut-être été résolues, pas toutes d'un seul coup, mais un certain nombre d'entre elles. Et puis, je terminerai, mais c'est pour rendre hommage à la personne qui est à ma gauche, à l'ambassadeur de Cuba. Je pense qu'on peut emprunter pour ce récit de paix, que d'autres appellent
le contrat d'amitié. Monique Chemillé-Gendreau, dans son dernier bouquin, parle du contrat planétaire de l'amitié, en respectant la pluralité. D'autres parlent d'un nouveau contrat mondial, dans un texte qui n'a pas beaucoup été diffusé, l'appel de Normandie, de juin 2019. D'autres parlent de bien commun de l'humanité, François Houtard et sa déclaration du bien commun de l'humanité. Bref, en fait, il y a plein de concepts qui sont identiques. Tous expriment la même chose, tous expriment la même aspiration. Et donc, j'en reviens à Cuba et Uche. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Merci.